chemin jalonné de plusieurs étapes. La première, la plus importante, consiste donc à prendre conscience de son déni face à la réalité de son état de dépendant. Surtout quand ce déni a été alimenté bien malgré eux par les proches depuis des années. Elles sont belles ces photos. Moi, ça fait presque 30 ans. Hein. Ça passe trop vite. C'est vrai qu'au départ, il y avait, j'ai envie de dire, aucune conséquence dans notre vie. On était jeunes, on avait des enfants, on travaillait l'un et l'autre beaucoup. Et il y avait juste ces soirées de temps en temps qui étaient fortement alcoolisées. Les enfants grandissant, on rentrait parfois de soirée et c'est moi qui conduisais bien sûr. Ils s'endormaient dans la voiture. Et puis de colère, je le laissais dormir là pour qu'il se rende compte le matin dans quel état il avait fini la soirée, où il en était. Et puis au fil du temps, je cachais ça en fait, notamment parce que les enfants pouvaient s'en apercevoir. Donc je le traînais dans le lit, voilà. Ou alors je le sortais de la voiture, pour ne pas qu'il se réveille avant et qu'il le voie dormir dans la voiture. En fait, je cachais, c'était... Je voulais pas que les enfants voient leur père comme ça. Et leur père, c'était leur père. Il avait un bon travail, une vie sociale épanouie, énormément de charisme. Et je voulais pas que cette image soit détruite. Souvent, malheureusement, l'entourage va avoir tendance à essayer de minimiser l'impact de la maladie sur la personne. Parce qu'ils l'aiment, bien sûr. Ils n'ont pas envie que la personne se fasse renvoyer, ou que la police lui enlève son permis, ou qu'il ait des dettes et puis que ce soit encore pire et qu'il finisse en prison. Et pour compenser, ils vont donner de l'argent, appeler le patron pour dire que je sais pas, qu'il a eu le rhume ou j'en sais rien. Et plus on retarde l'échéance, que la personne assume les conséquences de sa maladie, plus lui reste dans le déni. Si vous vous réveillez tous les matins dans votre lit bien propre avec votre pyjama, mais c'est pas vous qui êtes allé tout seul, on vous y a porté. En tant que personne alcoolique, vous vous rendez pas compte de ça. Enfin, il y a un système dans le cerveau qui fait que, de toute façon, il dormait et pour lui, il n'est pas malade. Il va pas se rendre compte. C'est devenu insupportable en fait. Le matin, avant de partir au travail, je descendais à la cave à vin, je comptais le nombre de bouteilles. Quand j'avais pas le temps, je faisais une photo. Le soir, je rentrais, je retournais, je refaisais la même photo, je comptais les bouteilles. Certains jours, ça disparaissait pas. Et pourtant, il n'était pas dans son état normal. Le lendemain, j'allais regarder le relevé de compte, je voyais qu'il était allé dans tel petit supermarché ou tel cave à vin. Enfin, il se débrouillait toujours pour avoir de l'alcool en fait. Le fait que je sois sous substance toute la journée me détachait complètement émotionnellement de mon entourage. Je ne me supportais plus, je supportais plus de me voir en incapacité physique et psychologique de me passer du produit. Et j'ai compris à ce moment-là que quelque part, on ne pouvait dans la vie être capable de donner à l'autre, donc ne serait-ce que de l'amour, que si on s'aimait soi-même en fait. On peut donner que ce qui démarre. Si ma carafe était vide, je ne vois pas comment je pouvais donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais que ce soit de l'amour, ou que ce soit du bien-être, que ce soit du confort émotionnel, que ce soit de la sécurité. Et là, j'en ai pris conscience.
CMD, tout au long de leur cure initiale de 28 jours, Léa et Kevin suivent la même voie que Michel, 6 ans auparavant, au même endroit. Une voie qui consiste à réapprendre, étape par étape, à se faire confiance, à s'apprécier, et à découvrir au final qui ils sont vraiment, sans plus aucun filtre ni trompe-l'œil, sans chimère, sans substance tout simplement. Il n'y a pas de pilule magique pour changer d'un jour à l'autre. On ne peut pas enlever la substance et rien mettre à la place. Donc il faut trouver d'autres activités, changer certaines habitudes, certaines attitudes pour vraiment rester abstinent. Bonjour Kevin, alcoolique dépendant. Je buvais 1 litre de vodka par jour. J'avais les petites bouteilles, ça me suffisait pas et j'en étais arrivé là. Je l'ai cassé pendant très longtemps à ma femme. Elle n'arrivait pas trop à comprendre. De temps en temps, elle voyait que j'étais pas vraiment net, mais je lui dis toujours que c'était dû à la fatigue, dû aux écrans, parce que je travaille j'ai sur un fauteuil pendant 8 heures par jour, donc voilà, je suis fatigué. Je n'ai pas trop d'explications, puis je mentais finalement. Je me mentais aussi à moi-même, parce que de temps en temps, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est la fatigue, c'est pas l'alcool. Et une fois, j'ai failli tuer ma fille, quoi. J'ai pris la voiture, je vais faire juste une course, j'ai dit à ma femme, moi, je prends la petite avec moi. J'étais au moins aux 3/4 de la bouteille que j'avais fini durant l'après-midi. Et j'étais assez pressé, et puis il y avait une petite route comme ça qui est en pente, puis il y a un petit virage sur la droite, et puis tout droit, il y avait un petit ravin qui faisait 7-10 mètres. C'est une voiture qui accélérait pas assez, et puis du coup j'ai voulu la doubler, mais j'ai pas vu le virage. Puis quand j'ai voulu tourner, il pleuvait. J'ai voulu tourner, la voiture a commencé à déraper, donc j'ai contre-braqué, puis j'ai sauté de 7 à 10 mètres, comme ça la tête. Voilà, à pic. Inconsciemment, j'ai mis la main sur ma fille pour l'être attachée. Et moi, j'ai tapé la tête, je me suis ouvert le crâne. Moi, j'avais du sang de partout, mais je comprenais pas. En fait, je sais même pas combien de temps je me suis évanoui. J'ai repris mes esprits, puis j'entendais un bébé crier ou pleurer ou rigoler, je savais pas. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? Je regarde, mais pourquoi je suis dans l'herbe et tout? Là, ça commence à revenir. Et puis je me suis dit, merde, putain, il y a le bébé. Et là, j'ai paniqué. Vraiment, j'ai vraiment paniqué. J'ai regardé, puis en fait, elle rigolait. Puis elle disait encore, parce que pour elle, c'était un manège, quoi. Et c'est là où je me suis dit, plus jamais je vois, c'est bon. Là, j'ai failli tuer mais j'ai été effrayé. Et ça m'a trotté dans la tête, mais pendant très longtemps. Et puis là, j'ai refait une autre connerie. J'ai refait une connerie avec ma fille, et puis là, mes parents, ils m'ont su parce que je leur ai dit. Puis sans concerter, ils m'ont inscrit ici. Voilà. Vous avez peu parlé de l'impact que ça a eu sur votre couple. Ouais. À l'heure actuelle, j'ai perdu... on est séparés avec ma femme, ça fait 1 an. Je sais pas du tout si on va se remettre ensemble ou pas. Ça, ce sera sa propre volonté. Moi, oui, j'aimerais bien parce que je l'aime encore. Je sais qu'elle m'aime encore, mais elle veut plus de tout ça. Elle veut plus de ce Kevin là, de complètement défoncer tous les jours. Et, elle ne le supporte plus, c'est ce qui est normal. Donc j'ai perdu ça, j'ai perdu mon travail. Et puis si on divorce, je perds ma maison aussi. Puis je perds à moitié ma vie, finalement. Donc, ouais. Merci beaucoup. Et que partager ce qu'on vit, c'est quelque chose de fondamental. Hein? Ça résonne en vous. Hein?